Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Je suis accompagné de notre journaliste politique Coralie Mollaret pour vous Bonjour. interroger ce matin. Vous êtes à Nîmes cette fin de semaine dans le cadre de votre nouveau parti Identité Liberté et vous venez à la rencontre du bureau de votre parti, de votre bureau local et des militants. On va en reparler dans quelques instants. Je propose de démarrer avec Coralie Mollaret pour sa première question. Allez-y Coralie. Et Abdel, on ne change pas une équipe qui gagne. Objectif Gare, on a une question, c'est la question politiquement coquine. On voulait vous demander, vous êtes catholique, Madame Maréchal Le Pen? J'essaye. Parce qu'avec Abdel, en préparant l'interview, on a eu du mal à savoir où vous créchez. Puisque vous étiez député RN, vous êtes parti, vous avez arrêté la politique, vous avez monté votre école, puis finalement vous êtes revenu en politique, vous avez arrêté avec le RN, vous êtes allé, je vais y arriver, avec Monsieur Zemmour, et puis là vous montez votre propre parti. Alors qu'est-ce que ça dit un peu de Marion Maréchal Le Pen? Les choses sont en réalité assez simples et vous y verrez une forme de cohérence. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis engagée politique, c'était vrai déjà au Rassemblement national, je me suis toujours battue pour la coalition des droites. Je pense que c'est l'outil indispensable pour remporter l'élection. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu une divergence importante politique avec Éric Zemmour, déjà pendant les européennes et au moment des dernières législatives, puisque, bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais vous l'avez vu, Éric Zemmour et la direction de Reconquête a décidé de présenter coûte que coûte des candidats face à la coalition RN-Ciotti. Et face, moi, à la montée et à la menace de la gauche et de l'extrême gauche, eh bien, je n'ai pas souhaité être dans cette logique et j'ai préféré soutenir eh bien, la coalition RN-Ciotti, même si cela impliquait que nous renoncions ce coup-ci à avoir des candidats, parce qu'il semblait en aller de la responsabilité vis-à-vis du pays. Pardon. Mais qu'est-ce que ça dit de vous et de votre tempérament? Vous êtes un peu rebelle? Bon, je ne sais pas si c'est rebelle, j'essaye en tout cas d'être cohérente. Voilà. Et quand je vois que la gauche nous menace, eh bien, j'essaie de faire en sorte que les partis desquels je suis le plus proche soient en meilleure position pour l'emporter. Et bah, cela m'a valu une exclusion de Reconquête. Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, eh bien, je souhaite pouvoir continuer le combat, d'où la création en effet d'Identité Liberté, avec les 3 eurodéputés qui m'accompagnent, les 3 députés nationaux à mes côtés. Alors dans votre nouveau parti, on a quand même vu dans le Gard qu'il y avait beaucoup d'anciens militants de Reconquête. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Éric Zemmour? Il n'y en a plus du tout? Le divorce est consommé? Oui, alors de fait, vous avez raison, puisqu'il faut savoir que 82% des électeurs qui m'ont suivi au moment des élections européennes et qui ont voté pour notre liste ont suivi notre démarche de soutenir la coalition RN-Ciotti. Donc nous avons été, me semble-t-il, en phase avec les aspirations de ces électeurs et de la même manière, une grande partie des cadres, pour ne pas dire la majorité des cadres du mouvement de Reconquête m'ont également suivi dans cette démarche, d'où le fait que vous retrouviez une partie significative du bureau de Reconquête aujourd'hui. Finalement, ça veut dire que Reconquête, c'était 2 figures de proue, Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen, et c'est vous qui êtes plus bankable en fait, Non, finalement. je pense que ça veut surtout dire que ces électeurs, ces cadres Reconquête sont rentrés, et c'était mon cas aussi, avec la promesse de l'union des droites. C'est pour ça aussi qu'on a suivi Éric Zemmour. Et quand on a eu le sentiment que cette promesse avait été trahie au moment des européennes, parce qu'Éric Zemmour et la direction tapaient matin, midi et soir sur le RN plutôt que sur la gauche, et au moment des élections législatives parce qu'ils ont voulu présenter des candidats, bah, je crois que tout simplement, on a voulu renouer avec, on a voulu renouer avec la Même promesse si de lui départ. n'est pas d'accord avec vous et il défend l'idée d'avoir toujours soutenu la coalition des droites, et il dit oui, quand on est dans une campagne électorale, forcément on se tape dessus, regardez ce qui se passe au PS avec la France Insoumise, mais ils arrivent aussi à s'unir. Vous savez, je pense qu'il y a une différence, et moi c'est l'équilibre que j'ai trouvé, me semble-t-il, pendant les élections européennes, il y a une différence entre concentrer ses attaques exclusivement ou prioritairement vers celui qui doit être un allié, et notamment au Parlement européen. Moi, je travaille aujourd'hui avec notre groupe des conservateurs et réformistes, avec le groupe du Rassemblement national, et le fait de pas masquer ces différences et ces singularités, puisque moi j'ai des différences avec le Rassemblement national, c'est pour ça d'ailleurs que je n'y suis pas, sans pour autant faire d'eux mon adversaire prioritaire. Et moi je pense que cet équilibre a été rompu, et puis de fait, ça il suffit d'aller vérifier, il y a bien eu des candidats Reconquête face à la coalition. Quel est l'objectif de votre visite cette fin de semaine à Nîmes? Qu'est-ce que vous êtes venu dire à vos équipes nîmoises? Elle est multiple. D'une part, grâce à vous, et je vous en remercie, annoncer déjà au niveau régional le lancement de ce nouveau mouvement Identité Liberté. J'ai fait le choix de venir en priorité, en effet, en Occitanie, parce que c'est une région qui a fait la démonstration d'un soutien fort au moment des élections européennes. Et donc c'est une région pour laquelle j'ai beaucoup d'ambitions avec Identité Liberté, notamment des ambitions municipales. Oui. On va en reparler. Je souhaite exactement que nous puissions, avec les cadres qui m'accompagnent aujourd'hui, préparer d'ores et déjà avec nos alliés du ARN, avec nos alliés d'Éric Ciotti, préparer ces listes dans un certain nombre de villes. Et donc j'ai voulu commencer tôt, d'où ma présence ici, et puis qu'à cette occasion, parler avec les équipes de cet objectif. Justement,
pour les prochaines municipales, la situation nîmoise est particulière puisqu'à la fin d'une ère, c'est l'ère Jean-Paul Fournier qui sera resté 25 ans au pouvoir. Quelle est votre vision sur cette situation politique et qu'est-ce que vous comptez faire à Nîmes ? J'y vois du coup une opportunité, voilà, une opportunité d'une alternance réelle. Et c'est précisément dans ce cadre-là que je souhaite que nous puissions construire une liste commune avec les alliés du RN et, je l'espère, d'Éric Ciotti, parce que je crois que nous sommes complémentaires. Ça veut dire qu'on s'accorde, je ne vous surprends pas, sur la question de l'immigration, la question de la sécurité, mais nous avons aussi des singularités. En ce qui me concerne, nous avons par exemple un programme économique plus libéral que celui du Rassemblement on national. peut dire qu'il serait plus libéral. Nous sommes anti-raquette fiscale, anti-assistanat, très engagés sur la question des réductions des dépenses publiques. Et donc je crois que nous sommes en capacité d'aller convaincre un certain nombre de Français de droite ou de centre-droit qui ont manqué aux dernières élections législatives et qui se sont bien souvent abstenus. Et donc je crois que notre rôle dans cette élection, et notamment en élection municipale, c'est aussi d'aller convaincre ces électeurs-là. Pour se distinguer, comme vous le disiez, pour se singulariser, il faut aussi une tête de liste visible également, qui puisse effectivement être reconnue. On sait que juste après notre entretien, vous allez rencontrer des personnalités nîmoises du monde économique, du monde peut-être également politique. Est-ce que ces rencontres-là, c'est le départ de quelque chose ? Ces rencontres ont précisément vocation, vous avez raison, à identifier des profils qui pourront s'engager dans le cadre de cette liste municipale. Maintenant, tout va être l'objet de négociations avec le RN et avec Éric Ciotti pour savoir qui aura la tête de liste, qui a des colistiers, combien de colistiers. Et l'objectif, évidemment, pour nous, est de faire en sorte d'apporter un maximum de cadres et de compétences. Parce que le député Yohann Gillet, le député du Rassemblement national Yohann Gillet, rumeur nîmoise dit qu'il n'en a pas très envie de cette élection municipale puisqu'il est plutôt bien à Paris. On imagine que ça pourrait être un candidat estampillé de votre parti, soutenu ensuite par le Rassemblement national et par le parti d'Éric Ciotti. Est-ce que ça, c'est envisageable ou pas ? C'est le temps qui le dira en ce qui concerne les intentions de Yohann Gillet. Ce qui est sûr, c'est que ça fait partie des personnes. Vous êtes proche de lui, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont j'apprécie le travail et avec qui je m'entends bien humainement. Et il y aura évidemment des discussions en priorité avec lui pour savoir précisément ce qui devra être fait à Nîmes. Et j'imagine que dans tous les cas, il serait impliqué d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Après, là, on parle beaucoup de personnes, on parle beaucoup de stratégie, mais une élection municipale, c'est pas du tout une élection législative. Vous avez raison. Il faut convaincre d'abord sur un projet. Vous en avez un pour Nîmes aujourd'hui ? Ça fera et c'est le but de cette liste de rassemblement, ce sera de construire justement un programme commun, si je puis dire, autour de ce qui nous rassemble pour l'essentiel. Parce que vous avez raison, ça n'est pas une élection législative, mais on voit bien qu'il y a quand même des grands principes de gestion publique, de gestion des finances publiques, de politique culturelle, de politique sécuritaire qui nous rassemblent, voilà, et qu'on devra déployer à Nîmes de manière efficace. Et l'incarnation, elle est quand même importante, parce que sur une élection municipale, une élection locale, l'incarnation est quand même déterminante aussi, parce que les gens s'engagent aussi auprès de personnalités. Je me permets de vous la poser franchement la question, parce qu'il y a une indication que vous allez rencontrer cet après-midi, par exemple, le président de la chambre consulaire nîmoise, gardoise. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Président de la CCI du Gard. Je rencontre en l'occurrence un certain nombre de personnalités et d'acteurs économiques importants. Voilà, je ne vous en dirai pas plus parce que ce sont des rencontres confidentielles. Mais l'idée, évidemment, et vous avez raison, c'est de pouvoir demain s'appuyer sur des gens qui sont des personnes enracinées et qui sont des acteurs économiques importants. Et reconnus. Et reconnus, parce que c'est évidemment la condition de la victoire. Et si on veut pouvoir espérer passer d'une opposition efficace à une majorité efficace, je crois qu'au-delà de l'addition de nos singularités en tant que parti, il faut être capable d'apporter ce genre d'expérience. Juste pour terminer puisqu'on va vous parler de Donald Trump. La partie municipale, quelle est votre vision quand même du bilan de Jean-Paul Fournier ? Écoutez, moi je ne suis pas, on va dire, au jour le jour, le bilan de cette pratique. Mais vous avez entendu parler de Nîmes quand même, je présume, dans les médias, sur la question de la sécurité, je ne suis pas notamment. La mieux placée, mais ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a, et d'ailleurs c'est propre aux gares en général, une dérive aujourd'hui de plus en plus forte, au-delà de la question des finances publiques, mais on voit bien que ce département n'est pas épargné par un certain nombre de problématiques nationales extrêmement graves. On le voit sur le plan sécuritaire, on le voit évidemment sur le plan migratoire, et cela a des conséquences à tous les niveaux. Donc je crois que même si bien sûr ces questions relèvent du niveau national, au niveau municipal, nous pouvons malgré tout avoir des accompagnements qui nous permettent d'être plus efficaces sur le sujet. Le républicain Donald Trump a remporté la présidentielle américaine en début de semaine. Vous dites ces derniers jours qu'il est parvenu à rassembler les Américains autour du drapeau, du travail et de l'ordre face à l'immigration clandestine. Est-ce que c'est possible de décliner ces éléments-là
ici en France? Déjà, permettez-moi de m'en féliciter, parce que même si moi je ne suis pas, on va dire, l'avocate de Donald Trump, il avait quand même face à lui une femme qui est l'équivalent d'un mix entre Anne Hidalgo et Sandrine Rousseau, donc qui me déplaît pour l'essentiel. Et je crois que ce qui est édifiant, c'est qu'en fait, Kamala Harris a voulu finalement enfermer les Américains dans une question au moment de ces élections américaines, en leur disant est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que vous êtes une femme, est-ce que vous êtes un noir ou est-ce que vous êtes un blanc, est-ce que vous êtes un homosexuel, est-ce que vous êtes un hétérosexuel, et en fonction des réponses, vous devriez être amené en tant que minorité, en tant qu'afro-américain, en tant que latino-américain, soi-disant selon elle, à voter démocrate. Et je crois que la force de Donald Trump, ça a été finalement de contrarier cette vision woke et communautaire de la politique et de leur permettre de faire un choix qui soit d'abord un choix d'idées et pas un choix d'origine ou d'orientation sexuelle, autour, vous l'avez rappelé, de cette idée de la fierté du drapeau, de l'exigence du travail. Et je trouve que c'est un modèle intéressant. À un moment donné, on est face à une extrême gauche en France LFiste qui essaye de nous enfermer dans une lecture uniquement communautaire de la société. Je pense que le camp national au sens large doit pouvoir offrir cette perspective qu'on peut se rassembler autour justement d'une certaine idée de la valeur travail et de la défense de l'identité même si l'arrivée au française. pouvoir de Donald Trump a des impacts et des conséquences aussi, Exactement. Coralie. On va parler dans le Gard. On a beaucoup de viticulteurs qui connaissent déjà une crise profonde. Ils sont inquiets du retour de la taxe dite Trump. C'est une hausse des droits de douane. Alors juste pour rappel, sur la bouteille de vin, la taxe passait de 15 centimes à 8 $. C'est quand même énorme et ça en a pénalisé beaucoup. Vous êtes députée européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous leur dites aux viticulteurs? Alors vous avez raison, c'est une inquiétude légitime, parce que, disons-le quand même, qu'il s'agisse des démocrates ou des républicains, les États-Unis ont toujours eu, de toute façon, ils sont très libéraux à l'intérieur de leurs frontières, mais ils ont toujours été protectionnistes. Donc ils n'ont jamais renoncé, contrairement à nous d'ailleurs, à la pratique et à l'exercice de droits de douane et de taxes. Les 15 centimes à 8 $, c'est quand même... aux importations, cela maintenant est régulé. Donc on ne sait pas précisément quelles sont ses intentions à l'égard, pour l'instant, de l'Union européenne et de la France. On sait surtout qu'il veut répondre de manière beaucoup plus défensive sur les importations chinoises. Et c'est en cela que c'est intéressant pour nous, parce que, en ce qui nous concerne, on voit bien qu'on est très en deçà aujourd'hui des réponses qu'apportent les États-Unis à la concurrence déloyale chinoise. Nous, au contraire, on est submergés à tous les niveaux et dans tous les domaines par cette concurrence chinoise. Donc moi, j'y vois, si vous voulez, une forme d'opportunité, puisque ça va s'imposer à nous, au contraire de sortir de la naïveté commerciale, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte de protéger davantage nos marchés agricoles en général, parce qu'il n'y a pas que la viticulture, parce que la viticulture fait partie de ceux qui arrivent encore à exporter, mais aujourd'hui, la réalité de l'agriculture française, c'est que nous importons davantage que nous ne produisons, et qu'à l'inverse, nous sommes submergés par la concurrence déloyale. D'accord, mais pour les viticulteurs précisément, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire? Eh bien, ce que peut faire l'Union européenne, évidemment, c'est déjà dans une œuvre de négociation intelligente avec les États-Unis, mais surtout ce que peut faire la France, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est de faire en sorte que ces producteurs qui seront confrontés peut-être demain en partie sur les exportations à une hausse des taxes, puissent produire moins cher. Et c'est là où se pose la question aujourd'hui de la complexité du droit du travail, de la complexité de la réglementation, des impôts et de la fiscalité française. Et sur tous ces leviers aujourd'hui, nous devons pouvoir agir pour leur permettre d'être plus concurrentiels. Allez, une toute dernière question, Coralie, pour clôturer cette interview. Oui, vous avez 34 ans, vous êtes une jeune femme. L'arrivée de Donald Trump, elle fait craindre quand même un nouveau recul du droit des femmes. Est-ce que c'est aussi votre cas? Est-ce que vous le craignez? Moi, je pense que là, on est surtout face à une caricature, d'ailleurs, que Kamala Harris a utilisée à foison pendant la campagne avec peu d'efficacité. La réalité de la position de Donald Trump sur ce sujet, c'est qu'il souhaitait que les États américains puissent choisir librement l'état des droits sur la question. Ça veut dire s'en remettre à la souveraineté populaire et considérer que ça n'est pas aux juges, en l'occurrence aux juges de la Cour suprême, de déterminer justement, mais quel il a devait fait être le droit abolir en cet question. arrêté et forcément, ça ne va pas plutôt dans un progrès, dans une égalité homme-femme. Qui permet aux États de choisir, mais c'est la question plus Regardez générale. ce qui s'est passé dans le Missouri. Après cette décision-là, il y a eu quand même l'interdiction de l'avortement pour les femmes victimes de viol et d'inceste. Qui suis-je, madame, aujourd'hui, pour dire au peuple ce qu'ils doivent penser et ce qu'ils doivent choisir? À un moment donné, soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Soit on respecte la souveraineté populaire, soit on ne la respecte pas. Moi, je considère que je n'ai pas à dire, par exemple, aux habitants du Missouri ce qu'ils doivent penser et sur le sujet. Et je m'inscris en opposition avec cette lecture. Ça relève de l'intime, vous pouvez avoir une conviction mais personnelle. moi, je vais vous dire, je ne suis pas pour l'interdiction de l'avortement, donc je suis très à l'aise avec le sujet. Donc je ne suis pas en train de dire que je milite pour ça. Je vous dis juste que je considère légitime aujourd'hui de penser que l'état de droit
ça n'est pas le gouvernement des juges. Voilà. Et qu'aujourd'hui, l'état de droit ne peut pas se faire contre la souveraineté populaire. C'est aussi un débat très français. Et je crois que sur la question de l'immigration en particulier, eh bien, je souhaiterais que la souveraineté populaire reprenne le pas sur l'état de droit. Merci beaucoup, Merci à Marion vous. Maréchal, Merci. d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais vous n'êtes pas venue toute seule ce matin sur Objectif Gare parce que vous êtes venue avec une députée européenne de votre parti et vous souhaitiez nous la présenter ce Absolument. matin en quelques mots. On a le plaisir effectivement de l'accueillir. Marion Maréchal, donc c'est Laurence Trochu qui est avec nous, c'est la députée européenne de votre parti et Coralie a quelques questions pour elle. Très bien, bonjour. Exactement, bonjour. Alors vous venez dans le Gard. Tout d'abord, quelle est votre vision de notre département? Bah, vous savez, quand on est gare de Lyon et qu'on part vers l'Occitanie, voilà, on a le soleil déjà. Donc c'est plus des destinations touristiques, mais c'est aussi pour moi une destination économique. C'est-à-dire qu'on sait que voilà, il y a des forces vives, et d'ailleurs on va les rencontrer tout à l'heure, mais des forces vives qui connaissent les mêmes fragilités que celles qu'on peut percevoir à l'échelle nationale et pour lesquelles d'ailleurs la politique européenne, la politique européenne n'est pas étrangère, je pense au sujet industriel et agricole plus particulièrement. Alors vous venez pour le lancement du nouveau parti Identité et Liberté. Quand Marion Maréchal Le Pen est venue vous voir, parce que c'est un mariage, parce que ça Oui. reprend votre mouvement, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit youpi, je vais enfin peut-être avoir une autre aura? Je me suis dit qu'il y avait une continuité, qu'il y avait finalement une sorte d'évidence. Moi, je l'ai vécu comme ça. À partir du moment où nous étions l'une et l'autre engagés sur les mêmes convictions, les mêmes principes, avec la même vision de la société, eh bien, il n'y avait aucune raison de rester dans des structures indépendantes. Et c'est vrai que l'une et l'autre, on est convaincus par cette nécessité d'unir les forces dans une logique de coalition pour que enfin le camp national puisse gagner dans notre pays. Et donc, voilà, on s'est appliqué à nous-mêmes, je dirais, la ligne que C'est nous votre prenons mariage par pour ailleurs. tous, à vous. Exactement. Si on veut. Si on veut. Non mais sans... C'est bien trouvé. Un tout dernier mot, bien évidemment, sur l'Europe, parce que finalement, on parle beaucoup ces derniers mois de cette culture du compromis en France, à pas confondre avec la compromission, mais finalement, à l'Europe, et vous y êtes au quotidien, du coup, confrontés, c'est-à-dire qu'il faut faire des compromis pour faire avancer les dossiers. Il faut faire des compromis, mais il faut savoir sur quelle base on les fait. Et vous savez, moi, je siège à la commission Femmes et Égalité des genres. Et très clairement, le clivage gauche-droite est marqué dans cette commission, particulièrement. Dans ce contexte américain que vous avez évoqué tout à l'heure, vous avez bien vu finalement les deux visions du monde qui étaient celle de Trump d'un côté et de Kamala Harris de l'autre. Eh bien, on a, à l'échelle européenne, nous vivons la même chose, notamment sur tous les sujets que la gauche s'est appropriés avec ces nouveaux combats que sont notamment recouverts par le wokisme. Nous vivons la même chose au niveau européen et au niveau européen, les droites savent s'unir pour justement faire ce barrage à une gauche qui se veut toute puissante et toute puissante dans sa volonté de déconstruire tous les repères qui font tenir une société ensemble. Merci beaucoup à toutes les à deux vous. d'avoir été avec Merci. nous encore une fois ce matin sur Objectif Gare. Merci. Merci.